Eh bien, bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien au bon endroit sur le webinaire sur les nouvelles normes de durabilité, contexte et futurs rapports de durabilité. Je suis Jean-Baptiste Cotenceau. On va se présenter avec Sarah et Oriane. Donc, ce webinaire est organisé par le comité RSE du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, qu'on remercie pour l'organisation. J'espère que tout le monde voit bien le support d'ailleurs qui sera envoyé à la fin de la session. On est parti pour 1 heure de présentation sur ce sujet jusqu'à 10h30 et vous avez la possibilité d'envoyer vos questions dans la zone dans la zone questions. On y répondra certainement à la fin, sauf s'il y a vraiment des questions brûlantes qui sont à propos, on répondra au fur et à mesure. Donc, c'est Sarah qui appuie sur les boutons. Donc, je te propose d'avancer, Sarah, et puis on va se présenter. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Cotenceau, je suis expert comptable, je suis dirigeant d'un cabinet de 7 personnes du réseau CRO, qui s'appelle Sustainable Metrics. Je suis également, je fais beaucoup de sujets carbone auprès d'entreprises et je suis OTD. Sarah, si tu veux bien. Bonjour, moi je suis donc Sarah Guéraud, je me suis spécialisée en la thématique développement durable il y a maintenant 7 ans. J'ai commencé par la casquette du coup d'OTI et puis aujourd'hui voilà, j'ai également du coup en conseil en développement durable. Bonjour à tous. Un tout petit peu de mal à t'entendre, parfois ça coupe Sarah, mais ça va s'arranger je pense. Ok. Et on a Oriane aussi. Oui, donc bonjour, moi c'est Oriane Champon, donc je suis expert comptable. Je me suis spécialisée depuis 5 ans dans la RSE et le développement durable et notamment j'accompagne les cabinets à se poser des questions sur ce sujet de la RSE et de la durabilité et à les aider à transformer leur cabinet pour pouvoir intégrer ces données. Voilà, merci Oriane. Donc, il se passe pas mal de choses. Je vous invite à aller voir vraiment sur le site du Conseil régional. On a notamment édité des podcasts sur le sujet RSE. Aujourd'hui, le sujet, c'est CSRD, rapport de durabilité. Donc, pour commencer, mais vous aurez le support, on va pas tout lire. Il y a un petit glossaire parce qu'on va plonger dans un monde merveilleux, un peu de réglementation. Donc, il y a la NFRD, la CSRD, la Taxo, les FRAG, etc. Donc, on va pas tout regarder maintenant parce qu'on va descendre dessus, mais en gros, on vient du monde de la NFRD et on passe dans un monde de la CSRD quand on parle de reporting et de communication extra-financière. Il se passe évidemment beaucoup de choses. Donc, nos objectifs, si tu veux bien, Sarah, je crois qu'on les a écrits noir sur blanc pendant 1 heure. Ils sont ambitieux, mais on est là aussi pour répondre à vos questions. Les grands contours de la CSRD, alors c'est rappeler ou découvrir, expliciter le contenu. Alors en 1 heure, on n'aura pas le temps de tout regarder, mais vraiment, l'idée pour nous, c'est de vous présenter la philosophie, les grands contours du contenu et à quelle sauce les entreprises qui sont déjà dans le dispositif vont devoir délayer leur sauce ou la changer, et puis la nouvelle sauce à construire pour les nouveaux obligés. Évidemment, on a un sujet impact pour notre chère profession de cabinet d'expertise comptable. On est également OTI, on pourra répondre sur les questions OTI, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà les objectifs pour 1 heure. Donc on va se répartir un peu la parole. Je fais un peu le maître du temps et puis n'hésitez pas à poser vos questions. On essaie de garder un œil sur nos doubles écrans. Je crois que c'est Oriane qui va nous... En complément peut-être aussi, Jean-Baptiste, sur cet objectif, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle du coup, le CSRD est plutôt, concerne plutôt du coup, les grandes entreprises de plus de 250 salariés, mais aura sûrement du coup des impacts sur les PME. Et c'est pour ça qu'on trouve intéressant que l'ensemble de notre profession, que ce soit commissaire aux comptes ou expert comptable, connaissent bien le sujet, parce que vos clients vont mécaniquement vous en parler. Les appels d'offres sur lesquels ils répondent aujourd'hui pour répondre à leur rencontre sur des thématiques RSE vont sûrement également évoluer. Donc, c'est toute notre expérience de professionnels du chiffre sur lesquels on peut accompagner nos clients aujourd'hui dans leur processus d'élaboration de leur reporting et de leurs données. On te laisse la main, Oriane ? Oui,
Alors, l'idée ici, c'est de vous présenter un peu l'évolution du contexte réglementaire lié au reporting extra-financier, hein. Ce reporting, il existe depuis 2012 en France avec la loi de Grenelle, qui a été une première loi qui a obligé finalement les entreprises à mettre dans leur rapport de gestion 42 indicateurs ESG pour les grandes entreprises. Cette loi, en parallèle de cette loi, en fait, on a vu apparaître en 2014 au niveau européen la directive européenne qui a donné naissance à la NFRD. Suite à cela, en fait, en France, on a eu un certain nombre de lois qui se sont organisées. Voilà, donc en 2015, il y a eu la loi de transition énergétique hein, qui oblige les publications d'un rapport ESG sur les opérations d'investissement. On voit également qu'au niveau plutôt mondial, dans cette même période, on a la COP 21 qui a donné lieu à la réduction des gaz à effet de serre et donc en deçà de 2 degrés. Ensuite, on voit qu'en 2016, il y a un certain nombre de lois qui sont organisées. 2016, notamment la loi Sapin, la lutte contre la corruption. Et si on continue dans l'échelle de temps, la loi sur le devoir de vigilance, donc qui oblige finalement à reporter les mesures adaptées d'identification des risques et des préventions au niveau des droits humains. Donc toutes ces lois, loi transition énergétique, loi Sapin 2, sur le devoir de vigilance, en fait, elles sont finalement l'entreprise a obligation de remonter dans une déclaration de performance extra-financière. La déclaration de performance extra-financière qui est finalement issue de la directive européenne, de l'application du droit français de cette directive européenne. En 2019, on complète les lois françaises à travers la loi énergie-climat, qui est en fait finalement la résultante de la COP 21. Et puis la loi Pacte, qu'on connaît nous dans notre profession à travers les obligations de commissaire aux comptes, mais qui a aussi une incidence en matière d'engagement des entreprises à travers l'adoption du statut entreprise à mission. Enfin, on voit 2021-2022 de nouvelles réglementations européennes, notamment autour de la taxonomie et la classification des activités des entreprises. Et donc ça, c'est pareil, hein, ça vient impacter directement les déclarations de performance extra-financière pour les grandes entreprises et donc venir sortir une déclaration de performance extra-financière enrichie. Et puis, au niveau de tout ce qui est portefeuille d'actifs, tout ce qui est au niveau d'investissement, on a la CFDR qui, elle, donne des indications en matière de portefeuille durable, de portefeuille voilà, financier et qui classifie les investissements durables. 2024, c'est demain. Ce sera la mise en application de la CSRD et donc on parlera de rapport de durabilité qui viendra finalement remplacer la déclaration de performance extra-financière avec deux grands enjeux qu'on va vous présenter, notamment, moi j'attire votre attention sur cette notion de double matérialité qui est importante et puis cette notion de transparence avec des normes qui ont des indicateurs qui permettent de mieux comparer les entreprises aujourd'hui par rapport à des déclarations de performance extra-financière, d'être beaucoup plus transparent et élargi avec notamment cette prise en compte de la chaîne de valeur. Voilà, peut-être Jean-Baptiste, si tu veux, sur la loi énergie-climat. Un petit zoom, là, je crois que c'est important. Vous avez vu toute la réglementation qui est très fournie. Ça bouge beaucoup. On a fait quelques zooms ici pour vraiment se mettre en jambes ce matin. Vous êtes assez nombreux à vous réveiller sur ces sujets. Donc la loi énergie-climat, on est sur entre 2018 et 2021. Ça c'est enfin 2010, non pardon, c'est 2019 je crois. 2019. Donc c'est les objectifs France calés sur les objectifs européens ou un peu ambitieux. Donc là on est vraiment sur la réduction de la part des émissions, enfin des émissions de gaz à effet de serre. On est sur l'efficacité énergétique et sur l'intégration, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans notre mix d'énergie. À l'intérieur, il y a plein d'autres choses sur la sortie, l'arrêt du charbon, sur la réduction des émissions liées aux énergies fossiles. Donc ça, c'est vraiment des lois cadres. Et après, ça descend dans nos décrets, dans le code de l'environnement, mais aussi un peu ailleurs. Donc c'est le contexte. Si on a des sorties de temps en temps sur l'efficacité énergétique et la baisse des consommations d'énergie
de 10%. C'est lié au sujet géopolitique sur le gaz, mais aussi c'est lié aux objectifs qu'on s'est fixés au niveau France qui sont assez ambitieux. On a un deuxième zoom, je crois, sur la loi Elan, il me semble, qui peut toucher certains de vos clients ou pas mal d'entreprises. On est plutôt depuis 2021, je crois que ça a été un peu modifié, mais sinon c'était 2019. Donc là, consommation électrique cette fois, parce que tout à l'heure on était sur l'énergie, donc l'énergie ça englobe toute l'énergie, donc y compris transport. Là, on a un peu de consommation électrique dans le transport, mais c'est principalement les bâtiments et l'industrie. Donc 40% d'ici 2030 par rapport à 2012, je crois. Donc évidemment en augmentation. Le périmètre, c'est tous les bâtiments de plus de 1000 m² à usage tertiaire, ça s'appelle le décret tertiaire. C'est applicable aux propriétaires et aux locataires. Et donc on a une plateforme Opérate qui est ouverte, qui n'est pas trop fastidieuse, il faut s'y plonger un peu dedans. Là, on peut accompagner, il faut récupérer des kilowattheures et des euros d'électricité, on y arrive, les informations sont en général disponibles, un peu plus compliqué quand on est locataire, mais on peut accompagner son client à faire cette déclaration-là. On a pas remis le dispositif de sanction ici, mais pour l'instant, tout le monde est un peu dans les clous, personne n'est en retard, mais il faut s'y coller, parce qu'à un moment donné, je crois que c'est les DREAL qui vérifient l'application de cette loi Elan. Donc ça, c'est le deuxième zoom. On a un troisième zoom sur les BEGES, les bilans des émissions de gaz à effet de serre. Là, on est dans l'article, on est dans le code de l'environnement. Ici, on est sur des entreprises, personnes morales de plus de 500 personnes en France. On a également des collectivités qui sont concernées, des établissements publics de plus de 250 personnes. Et donc ici, en gros, il faut compter ces émissions de gaz à effet de serre tous les 4 ans ou tous les 3 ans, et puis faire un plan de transition, donc un plan d'action pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre tous les 4 ans. Il faut déclarer, c'est public, par voie électronique ou sur la plateforme qu'on voit sur la gauche. Allez-y sur ce site bilan-ges.adem.fr. Il n'y a pas que la plateforme de déclaration, mais il y a beaucoup d'informations sur les bilans carbone, les bilans de gaz à effet de serre, les accès à des bases de données gratuites ou en tout cas financées par l'ADEME qui fait un boulot fantastique depuis 10 ans. Cette obligation, elle existe depuis 10 ans. La sanction, c'est 10 000 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul. 10 000 euros de pénalité, ou alors si c'est récidive, c'est 20 000. Mais bon, je vous laisse faire 10 000 divisé par 4. C'est à 2500, un ticket à 2500. Je pense qu'il y a un sujet déclaration réglementaire et les DREAL hein, commencent à bien relancer. Autre information, puisqu'on va basculer après dans le sujet rapport de durabilité. Si on a une DPF ou un rapport de durabilité, on n'est pas exempté, mais on a une facilité pour publier ces bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. À l'ordre des experts comptables, je rappelle aussi qu'il y a des formations hein, sur les bilans carbone qui sont disponibles. Donc, allez chercher ces formations. Il y a des accords qui ont été passés avec l'Institut de la formation carbone et des prix défiant toute concurrence. Donc, et puis, c'est un bilan. Donc, c'est pour notre profession d'expert comptable, ça a du sens de savoir compter, savoir, en tout cas, analyser et accompagner ses clients là-dessus. On continue sur le carbone dans ces éléments de contexte. Alors après, on va rentrer dans le sujet. Là, c'est peut-être la fin de notre petit quart d'heure d'introduction. Vous voulez faire un zoom sur la neutralité carbone, ça bouge beaucoup. On vous a remis ici la définition de la neutralité. Vous savez que les accords de Paris, la COP 2015 à Paris, nous a mis sur une trajectoire pour limiter le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique au-delà de 2 degrés et de tendre vers 1,5 à horizon 2050. Vous avez la courbe ici du GIEC que tout le monde connaît. Et donc, il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la séquestration de CO2. C'est un message important. Vous voyez, la courbe bleue, c'est celle sur laquelle il faut aller. C'est les émissions de gaz à effet de serre. Là, on est à 20 gigatonnes de CO2 par an. On est au niveau mondial. Je ne vais pas tout détailler ici. Et évidemment, il faut éviter d'être sur la courbe rouge d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui va nous conduire, vous voyez la conséquence, entre 3,2 et 5 degrés. Donc, ce n'est pas la courbe qu'on vise. Nous, ce qu'on vise, c'est la courbe bleue.
c'est des scénarios du GIEC qui nous conduiraient à limiter le réchauffement entre 0,9 et 2,3. Vous voyez la courbe. Et le message important ici, c'est la courbe bleue qui croise la courbe du zéro, émission nette négative. Et donc, ça, c'est le message important du jour. Et quand ça va s'afficher à droite, vous comprendrez bien. Les seules émissions négatives qui existent, c'est quand on enlève des émissions de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc, c'est dit autrement, c'est augmenter la séquestration des puits biologiques ou technologiques. Puits biologiques, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui capte du CO2 et recrache d'oxygène, O2, et donc le C de carbone est piégé dans le bois. Donc l'ADEME s'est également positionné là récemment, hein, l'année dernière, où il y a même un peu plus, sur le fait qu'une entreprise ou un produit ne peut pas être neutre en carbone. En France, en tout cas, on a même mis ça dans le code de l'environnement qui encadre les règles de publicité. Il y a des sanctions qui sont prévues jusqu'à 100 000 € presque, sur le fait que quand on communique sur l'argument de neutralité carbone, c'est la loi climat et résilience de 2021, c'est suite à la convention climat que vous avez suivi tous avec attention, eh bien, il y a des critères de communication à respecter. Et donc, quand on dit on va être neutre en carbone. Donc, ce qu'on dit, pour bien comprendre, allez voir aussi la Net Zero Initiative. En termes de pédagogie, c'est pas mal. On ne compense plus ces émissions, on dit qu'on contribue favorablement à la baisse des émissions de gaz à effet de serre ou à la limitation au réchauffement climatique de trois façons. Première façon, je réduis mes émissions de gaz à effet de serre, j'ai mon bilan, je réduis mes émissions de gaz à effet de serre ou ma consommation d'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième pilier, j'aide les autres à réduire avec des produits qui consomment moins d'énergie et donc qui émettent moins de CO2, par exemple. Et troisième pilier, j'augmente les puits carbone, donc je participe à des projets de séquestration ou de puits. Voilà, petit élément pédagogique. Ça, c'est important aussi parce que on va le voir avec Sarah là, qui va nous faire un saut dans les indications de ce qu'il y a dans la CSRD. On va avoir une dimension d'obligation de se projeter un peu sur le court terme, moyen terme. Le rapport de durabilité n'est pas que l'état des lieux de ce qui s'est passé chaque année. On va avoir une dimension un peu prospective. Et donc, ces éléments-là vont se retrouver dans des publications. Et donc, forcément, il va falloir les documenter et les travailler. Donc, vas-y, je t'en prie. C'était important, du coup, de passer un quart d'heure, on va dire, sur tous ces sujets-là pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui on a des nouvelles réglementations, des nouvelles exigences au niveau de l'Europe. Donc, l'Europe a mis vraiment l'accent aujourd'hui sur la neutralité carbone en 2050. Et la France a été moteur depuis de nombreuses années sur ces sujets-là. Je pense que vous l'avez bien compris avec les slides précédents au niveau de maintenant des exigences et les nouvelles lois qui arrivent pour diminuer du coup notre impact sur l'environnement. Et du coup, l'Europe a signé un pacte vert, le Green Deal, qui regroupe du coup beaucoup de textes réglementaires. Alors c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce qu'on parle de SFRD, CSRD, on passe entre les green bonds, la taxonomie, demain du coup le CSDDD. Donc voilà, il y a plein de réglementations qui sont à venir, ça va très très vite, c'est beaucoup plus exigeant qu'avant. Et en fait, pourquoi aujourd'hui on est arrivé à ces nouvelles réglementations? Donc, on a eu précédemment la directive qui a imposé la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Et l'Europe a fait un état des lieux du coup de cette DPEF applicable du coup en Europe et a mis en avant du coup trois défaillances. Le premier point, les données n'étaient pas comparables parce qu'il n'y avait pas de normes en soi, donc chacun pouvait communiquer sa façon de calculer ses indicateurs et de communiquer ses enjeux. Le deuxième point, c'était pas forcément transparent du fait qu'il n'y avait pas du coup d'audit obligatoire. Alors, la France était en avance parce qu'elle a imposé du coup un OTI, ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres pays. Et puis, dernier point, la finance, toutes les entreprises financières n'étaient pas embarquées du coup dans ces thématiques. Et donc, le but de ce pacte Clean Deal
a été, de pouvoir rediriger les flux de capitaux vers les investissements durables. Donc, c'est toute la réglementation SFDR, parce qu'aujourd'hui, les entreprises financières doivent publier un rapport spécifique et notamment classer leur portefeuille d'actifs en activité dite durable ou pas. Alors, en lien avec la taxonomie, aujourd'hui, alors la taxonomie, c'est encore un autre sujet, on va pas en parler du coup lors de ces webinaires, parce que ça mériterait encore d'avoir une bonne heure sur le sujet. Mais en gros, hein, la taxonomie, donc ce sont 3 indicateurs, 3 KPI, qui sont du coup le chiffre d'affaires, le CAPEX et les OPEX, qui sont à classer en activité dite durable, selon la réglementation européenne. Et ainsi, du coup, les entreprises financières, grâce à ces indicateurs, pourront dire, voilà, mes actifs sont durables ou pas, selon le sens européen. Le deuxième point, le deuxième objectif, c'était du coup d'intégrer la durabilité dans une gestion de risque. Donc, on va parler du coup de la double matérialité, qui est beaucoup plus renforcée que ce qui existait déjà. Et pouvoir promouvoir du coup la transparence et une perspective à long terme, c'est-à-dire qu'on va demander aux entreprises de donner des objectifs, d'aller vers une trajectoire. Alors, beaucoup orienté sur le côté environnement. Et sur ce côté transparence, c'est que désormais, ce nouveau rapport de durabilité, le CSRD, devra être audité à partir des premières publications qui vont se démarrer du coup en 2025. Donc du coup, voilà les trois axes importants. Et donc c'est important de comprendre un petit peu tout ce contexte. Et en fait, ça ne fait que démarrer. C'est-à-dire les textes ont commencé à être publiés en 2021 avec la taxonomie. Le CSRD a été voté tout récemment du coup par l'Europe. Les normes de durabilité dont on va vous parler tout à l'heure vont être votées du coup en juin 2023. Et il y a encore de nouvelles normes qui arrivent. Donc on va avoir tout un lot du coup de réglementation qui va faire évoluer du coup le reporting et les données. Donc c'est important que nous, en tant que professionnels du chiffre, on puisse accompagner nos clients sur ces sujets-là. Car ils vont devoir, voilà, l'exigence du coup va monter d'un cran. Alors, en slide suivant, on vous présente un petit peu tout ce qui se passe au niveau mondial. Parce que du coup, la France est très novateur, on va dire, dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a 12 normes qui ont été proposées du coup par l'IFRAG. L'IFRAG, c'est une instance, c'est une association qui a pour rôle du coup d'élaborer du coup le CSRD. Donc on a 12 normes, dont 5 sur l'environnement et 4 sur les thématiques sociales. Et comparé du coup aux Américains et aux IFRS, aujourd'hui, l'Europe est très exigeante. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les IFRS ont créé du coup une instance qui s'appelle du coup l'IASB et sont en train du coup de sortir 2 normes, une sur des principes généraux et une sur le climat. Et ensuite, la SEC est aussi en train d'élaborer du coup une norme sur le climat. Alors, la tendance actuelle est que les entreprises européennes qui souhaitent du coup s'installer aux États-Unis ou doivent répondre du coup à une réglementation IFRS, du fait de l'exigence des normes européennes, normalement répondront du coup aux normes du coup IFRS et aux normes américaines. Ce qui ne va pas être forcément le cas du coup dans le sens inverse, c'est-à-dire si une entreprise américaine souhaite venir en France, et du coup voilà, elles auront à devoir du coup s'adapter à la nouvelle réglementation européenne. Donc c'est important aussi de comprendre un petit peu tout ce contexte mondial qui va un peu bouleverser aussi sûrement aussi les valeurs des entreprises demain. Donc c'est vrai qu'on est encore au tout début, on ne sait pas comment encore tout ça va évoluer, mais c'est important du coup de les avoir en tête. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette CSRD, elle va s'appliquer dans le temps, suivant la taille des entreprises et des organisations. Donc, si on regarde au niveau des grandes entreprises, l'entreprise doit atteindre 2 des 3 seuils entre le total bilan à 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et 250 salariés en moyenne. Donc, pour rappel, la DPEF, on était à 500 salariés. Donc, on voit bien que les seuils et que la CSRD finalement élargit le périmètre
périmètre des entreprises concernées. 2 dates d'application à retenir pour les grandes entreprises. Première date, 1er janvier 2024 pour les entreprises qui publiaient déjà une déclaration de performance extra-financière et 1er janvier 2025 pour les autres organisations. On a donc ce premier seuil des grandes entreprises. On a aussi un seuil qui concerne les PME cotées, donc qui sont cotées sur différents registres, notamment le CAC PME par exemple. Là, ici, les seuils sont beaucoup plus bas. On est sur le sujet d'un 2 des 3 seuils, pareil, sur le bilan qui dépasse 350 000 euros, le chiffre d'affaires à 700 000 euros et évidemment plus de 10 salariés pour ces entreprises. Et on sera sur un terrain d'application entre le 1er janvier 2026 et 1er janvier 2028. Enfin, on a un autre seuil qui concerne les entreprises non européennes qui ont au moins une filiale ou une succursale dans l'Union européenne. Là, on est sur un seuil de chiffre d'affaires net dans l'Union européenne de 150 millions d'euros sur les 2 dernières années consécutives. Et puis, les filiales, elles doivent être cotées de manière individuelle. Et là, on est sur une date à partir du 1er janvier 2028. Donc, on voit bien, c'est vrai que le périmètre de la CSRD s'élargit. On va devoir aussi, du coup, nous, en tant qu'experts comptables, accompagner nos clients, déjà s'assurer avec eux que leur entreprise rentre bien dans le seuil, dans les seuils, pour pouvoir les aider à passer ces nouvelles obligations et ces nouvelles, les aider à passer ces nouvelles obligations. Jean-Baptiste, Oui, mais ça, ce qu'on dit en termes de stats, je crois, en gros, dans le dispositif DPEF, en Europe, on a 11 à 12 000 entités qui sont concernées. Là, on va passer à 60, un peu plus de 60 000, enfin un peu moins de 60 000 entités. Alors évidemment, on n'a pas la liste, on va la chercher, mais ça, c'est vraiment, il faut avoir une vision un peu prospective quand vous avez des entreprises dont l'activité va augmenter, croître. Il faut être vigilant sur la préparation de ces éléments. Et après, il y a un sujet financement, on l'a vu un peu dans la finance, les investisseurs regardent ça de manière de plus en plus précise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On y arrive. Peut-être juste un petit point, Jean-Baptiste, sur les assos, j'en profite parce qu'il y a une question du coup sur est-ce que les assos rentrent dans le périmètre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne les voit pas mis du coup particulièrement sur ces slides-là, mais normalement, elles devraient rentrer. Et c'est vrai que tous ces textes restent encore un peu en attente parce qu'on attend que la directive soit transposée en France. Donc, normalement, la France devrait sortir une ordonnance ou un décret sur ce sujet-là en courant du coup 2023. Donc, ce sera des points à suivre. Good. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, en résumé, évidemment. Puis, on regardera un peu les différences qu'il y a avec le modèle d'avant, puisque forcément, quand on va être assujetti, on va regarder, on va s'inspirer un peu de ce qui existe déjà dans la DPF. Alors, modèle d'affaires et stratégie. Donc ça, il faudrait, dans les rapports de durabilité, avoir une description de son modèle d'affaires et de sa stratégie. Et en plus, avoir un lien avec les éléments ESG, environnement, sociaux et gouvernance, et un très fort focus sur les éléments liés au dérèglement climatique. Dans ce modèle d'affaires, il faut afficher les parties prenantes. Donc là, il y a plein de notions un peu RSE, donc je vous invite, si vous êtes complètement étranger encore à ces notions, de vous former sur vraiment le cadre de la formation, notamment sur l'intégration des parties prenantes, qui est bien cité. On va demander aux entreprises de communiquer des objectifs en matière de durabilité et de progrès. On va devoir expliquer un peu le rôle de la gouvernance de ces thématiques environnementales, sociales, de gouvernance, éthique des affaires, etc. dans l'entreprise. Alors évidemment, dans une entreprise prochainement de 50 personnes, la gouvernance, ça va un peu vite, mais dans certaines entreprises, on a déjà des sujets. Donc, comment le comité de direction s'empare du sujet, ou en tout cas les associés. Une fois qu'on a, forcément, on doit avoir des politiques en matière de durabilité sur les enjeux significatifs, décrire des processus de contrôle interne et de mesures et d'actions qui sont c'est des plans d'action en gros, qui sont prévus
non pas que à court terme, pour agir sur le progrès. Il y a une description des risques également qui est demandée, avec, là, on ne va pas regarder ça dans le détail, mais avec une notion d'approche par les risques un peu documentée, avec probabilité de risque, niveau de gravité des risques. Et donc ça, il va falloir un peu aussi documenter. On n'a pas de direction des risques dans toutes les entreprises, n'est-ce pas? Évidemment, il y a des indicateurs. On a aussi une notion de capitaux immatériels. Alors là, je vous renvoie, on fera un autre webinaire sur les reporting intégrés qui dit qu'en gros, il n'y a pas que le capital financier. La création de valeur n'est pas que financière, elle est aussi intellectuelle, humaine, sociale, environnementale. Donc on attend aussi des éléments là-dessus. La matérialité, on va regarder ça un tout petit peu aussi tout à l'heure en quelques mots, mais ça, c'est quel est le processus qui permet à l'organisation de déterminer ses enjeux prioritaires et ses KPI. On en a parlé tout à l'heure, horizon de temps. On attend dans les rapports de durabilité qu'on se projette à court, moyen et long terme, donc sur des politiques, des objectifs, des actions. On n'est pas monocentré sur sa petite activité, on embarque dans ces politiques ce qu'on fait avec ses parties prenantes, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses clients, etc. Donc, ouf, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut, on va dire, travailler, en tout cas, au moins avoir une approche un peu méthodique. Tous ces concepts-là sont un peu expliqués, ils vont être détaillés. En résumé, et c'est pour finir les caractéristiques, il y a 3 niveaux de reporting, puisque dans les normes qu'on va voir un peu là tout à l'heure, on a différents niveaux de réponse, secteur agnostique, secteur spécifique et entité spécifique. Ça veut dire que en gros, il y aura un socle commun à toutes les entités de rapport. C'est l'essence même de cette directive européenne de favoriser la transparence et la comparabilité entre les acteurs économiques sur ces sujets. Donc, secteur, il y aura un socle commun. Après, on demandera des informations spécifiques au secteur pour faciliter la comparaison entre les pairs. Donc là, je ne sais pas si on a des représentants de fédérations sectorielles, mais il y a un gros boulot et les secteurs, les fédés doivent prendre leur rôle pour agir. Donc, s'il n'y a pas de fédé et que vous êtes adhérent d'une fédé, allez-y, challengez-les en disant comment on fait pour mutualiser ces communications-là. Il y a déjà des secteurs qui se sont lancés. Et puis après, il y a forcément des informations qu'on va attendre de manière spécifique vraiment à chaque entreprise. Double matérialité, ça c'est une notion de réciprocité de la matérialité. Exemple, j'ai un impact sur le climat, j'ai mis les émissions de effet de serre, mais le climat a un impact sur mon activité. En résumé, c'est à peu près cette importance, c'est ce sujet-là qu'il faudrait avoir. Et ce qui est remarqué encore dans ces directives-là, c'est le lien entre le reporting financier et ce reporting ESG, et dans la déclaration et dans le dispositif de publication, mais surtout dans le fait qu'on doit apporter des éléments financiers dans ces éléments extra-financiers, donc par exemple chiffrage, de potentiel hausse des coûts liés à de la réglementation environnementale, par exemple. Voilà, j'ai essayé avec une slide de tout décrire. Vous voyez qu'il y a un peu de contenu. Je pense que je peux enchaîner sur la page ensuite, et puis Sarah ou Oriane, je vous laisserai compléter. Ici, vous regarderez tranquillement ça chez vous, mais c'est une comparative entre les DPEF à gauche et les rapports de durabilité. Donc, on a des éléments qui se ressemblent et d'autres qui se sont rajoutés. Oui, il y a plus de bleus qui se sont rajoutés que de noir à droite. Donc, j'ai un peu tout détaillé tout à l'heure. Forcément, il y a une implication aussi sur les audits et les missions des ETI qui vont avoir un peu plus de boulot pour vérifier la conformité et la sincérité de tous ces éléments qu'il y aura dans ces rapports. Voilà, je ne sais pas si... donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, Sarah, je pense que... Ou alors, je crois que c'était Sarah qui voulait nous... Tu veux nous présenter ça Au fur et à mesure, du coup, les questions, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur le périmètre. Je pense qu'on reviendra peut-être en
Ah, on t'entend plus, Sarah. Hop. Ah, vous m'entendez plus? Ah, c'est bon. Ça coupe Osez parfois. repartir, je suis désolée. Je sais pas, je vais avoir mon ordinateur qui lâche. Mhm. Alors, du coup, sur ce slide, on vous présente que les normes qui sont prévues. Donc, on a eu du coup ces projets de normes qui sont sortis en juillet 2022 et elles devront être finalisées en juin 2023. Donc, ça, ces normes-là, qu'on appelle du coup ESRS, hein, dans leur jargon européen, ben, en fait, c'est le futur, si je puis dire, mémento comptable. Aujourd'hui, on a tous nos codes de réglementation comptable pour définir du coup une reconnaissance de revenus, définir comment on comptabilise les provisions pour risques et charges. Et ben là, en fait, ça va être la même chose, en gros, mais sur le côté du coup ESG. On a ces trois grands piliers, hein, environnement, social, gouvernance. Et sur chaque pilier, on va avoir du coup un certain nombre de normes très exigeantes. Donc, comme vous pouvez le voir, les normes liées du coup à l'environnement sont très précises. Hein. On parle du coup d'impact du changement climatique, comment du coup réduire la pollution, les points d'attention sur toutes les thématiques de l'eau, bien sûr la biodiversité, on en parle de plus en plus et c'est un point du coup extrêmement important. Et tout ce qui est déchets, avec notamment aussi l'économie circulaire et l'utilisation du coup de ressources dites durables. Donc ces points-là, du coup sur chacune des normes, hein, vous allez avoir du coup des indicateurs qui vont permettre du coup de mesurer où est-ce que vous en êtes. Mais comme le disait du coup au préalable Jean-Baptiste, c'est-à-dire que dans le reporting, vous avez toujours une notion de politique, action, résultat. C'est un peu ça qu'il faut retenir en termes du coup de points à reporter. Donc, quelle est la politique de l'entreprise en la matière et quelles sont du coup les actions et du coup les résultats par des indicateurs qui montrent que du coup ces politiques sont efficaces. Et j'en profite aussi pour répondre à une question du chat qui était quel est le lien entre la taxonomie et le CSRD. Ben voilà, en fait, la taxonomie, vous allez la voir du coup dans ces textes de durabilité, dans ces normes. Donc, typiquement sur les 5 normes du coup liées à l'environnement, vous allez avoir du coup les indicateurs taxonomie qui rentrent du coup dans ces normes-là. Donc, conclusion, la taxonomie rentre dans le CSRD. Donc, toutes les entreprises soumises au CSRD devront répondre à la taxonomie dès lors que leur secteur est concerné, bien sûr. En fait, on est sur 13 secteurs aujourd'hui soumis à la taxonomie. Et du coup, sur les thématiques après sociales, on va en parler tout à l'heure avec des exemples précis. On est sur bien sûr l'effectif de l'entreprise, mais aussi du coup l'effectif beaucoup plus large, c'est-à-dire avec du coup les intérimaires et aussi les fournisseurs. Vous faites appel à des sous-traitants, c'est un peu le lien aussi avec le devoir de vigilance. Mécaniquement, du coup, vous avez du coup un impact auprès de ce type de travail. Et bien sûr, l'éthique des affaires avec la gouvernance, ça c'est un point important. La loi Sapin 2 aujourd'hui est très exigeante en la matière. Et c'est des points du coup qui sont repris également par l'Europe. Donc toutes ces normes, donc elles sont dédiées du coup aux grandes entreprises, à plus de 250 salariés, et l'Europe est en train d'établir des normes dédiées aux normes PME cotées, qui sortira d'ici la fin d'année à peu près, en tout cas un projet. Donc on va avoir aussi une norme spécifique du coup sur cette thématique. Et surtout, comme on l'a présenté juste avant, dans ce rapport de CSRD, en fait, vous allez avoir 3 niveaux d'information à fournir. Une information générale, donc c'est ces informations qui sont dans ces normes-là, une information sectorielle et une information du coup propre à l'entreprise. Et les normes sectorielles, comme je vous l'ai dit au préalable, hein, l'Europe souhaite pouvoir comparer du coup les CSRD, pouvoir comparer du coup c'est par secteur. Donc, il va y avoir tout un lot de normes sectorielles qui va sortir au fur et à mesure. Donc, on en a encore, comme je vous le disais au préalable, hein, beaucoup de réglementations qui vont arriver dans les prochaines années.
peut-être ce qu'on peut vous donner comme exemple là pour finir un petit peu, puis après passer aux questions-réponses, c'était de vous présenter quelques normes et faire un petit zoom. Et on a choisi avec Sarah et Jean-Baptiste de vous présenter le SRS S1 qui est lié aux effectifs de l'entreprise. Donc sur cette norme-là, on va couvrir différents thèmes comme les effectifs, les conditions de travail, l'égalité des chances et les droits humains. On voit que la norme, en fait, elle est toujours structurée, comme le disait Sarah, hein, en politique. C'est-à-dire que là, ce qu'on attend, c'est que l'entreprise puisse reporter sur ses politiques en matière d'effectifs, en matière de dialogue social, en matière de prévention des accidents, en matière de lutte contre la discrimination et l'inclusion. Avec ça, ça va être les actions et les résultats. Donc les résultats, à travers ces résultats, il va y avoir des indicateurs obligatoires comme l'effectif salarié, l'effectif non salarié, tout ce qui est indicateur de diversité, de salaire décent, de protection sociale. Et puis la norme va présenter aussi des indicateurs non obligatoires autour de la formation, de la santé et sécurité, de l'équilibre vie pro-perso, les écarts de rémunération, les incidents graves. Ce qui est aussi important, ça va être la trajectoire, hein, comme on vous a dit. Et on va vous montrer aussi un exemple de tableau. Si on peut voir que nous recommande la norme, du coup sur le slide suivant. Voilà, on vous montre un exemple en fait d'indicateurs, comment ils peuvent être remontés. Donc ça, c'est vraiment issu du projet de norme S1. Où vous voyez ici, finalement, on va retrouver le nombre d'employés permanents, temporaires, voilà. Donc, c'est vraiment des classifications que vous pouvez avoir l'habitude de retrouver, vous, dans vos reportings que vous pouvez faire sur la partie sociale. Il ne faut pas oublier que donc là, le SRS S1 couvre les effectifs de l'entreprise, donc l'effectif, la main-d'œuvre interne en fait finalement, et que le S2 qui est tourné vers les travailleurs sur la chaîne de valeur ou le S3 finalement les communautés affectées vont élargir, ce que disait Sarah tout à l'heure, hein, élargir au niveau de la chaîne de valeur. Donc voilà sur la partie en tout cas sociale, ce qu'on pouvait vous montrer comme exemple de SRS et des exemples d'indicateurs. On peut peut-être passer sur la partie finalement environnementale. Oui, là, on a repris la 5, utilisation des ressources et d'économie circulaire. Donc évidemment, le concept d'économie circulaire pour certains déjà est un peu obscur, mais il y a des vraies définitions des experts sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'occuper des ressources qui entrent dans le modèle économique, dans le modèle d'affaires et qui sortent. Donc pareil, même punition. Quelles sont les politiques mises en œuvre pour gérer ce sujet ressources? Donc pas de manière linéaire mais circulaire. Donc linéaire, bon, je fais un petit rappel parce que je regarde la montre, ça va, on a un peu de temps. Et puis linéaire, je prends de la ressource naturelle, je l'utilise, je la transforme, j'utilise et je la jette. Circulaire, forcément, j'ai réfléchi en amont déjà avant à récupérer cette ressource naturelle, à l'optimiser dans son traitement et à faire vivre les produits plusieurs fois, voire même à récupérer les matières premières pour des secondes vies d'autres objets, d'autres secteurs d'activité. C'est ça l'économie circulaire. C'est pas que la gestion des déchets. Donc on attend des politiques sur comment je gère les ressources, les stratégies d'économie circulaire. Alors ACV, j'espère que tout le monde sait ce que c'est une ACV, une analyse de cycle de vie, mais en tout cas c'est là vraiment on regarde le cycle de vie, alors pas que produit, mais donc surtout le système modèle d'affaires d'une entreprise. Donc forcément on parle produit, si vous êtes dans le secteur automobile ou si vous êtes constructeur auto ou dans le bâtiment, la majorité des impacts que vous avez sur, on va dire, sur l'environnement, sur le climat, on va prendre le climat par exemple, c'est lors de l'utilisation des produits que vous avez mis sur le marché. Donc des politiques, des indicateurs aussi et des actions sur, voilà, on va repris quelques exemples,
le poids des produits, des matériaux utilisés, les pourcentages de produits renouvelables, les pourcentages de produits recyclés, les volumes de déchets dangereux ou non par nature, les poids des déchets valorisés, les pourcentages de déchets éliminés. Et ça, ce sont en général là, sur l'environnement. Autant sur le social, limite, vous allez appuyer presque sur un bouton des logiciels qui existent déjà sur la gestion des ressources humaines ou de paye. Là, il va falloir aller chercher de l'information qui n'existe pas forcément. Et donc, il va falloir qu'elle soit utile pour le rapport, mais utile aussi en interne, parce que on est dans un exercice de communication extra-financière, mais il faut que ça soit, je dirais, utile à l'action également. Donc, il y a un vrai travail aussi sur la recherche des indicateurs, et ça, on connaît les boîtes dans lesquelles on va, on connaît les process, et quand on est dans le textile, forcément, il y a de la gâche ou de la freinte un peu partout dans les usines de production, même si c'est les sous-traitants. Et donc, analyse de cycle de vie, il faut que j'aille voir ce qui se passe chez mes sous-traitants. Donc, je suis concerné par la gâche de matières premières chez mes fournisseurs, même si 95% de ce que j'achète, j'ai pas la main et c'est en Asie. Mais on va attendre des informations sur ces éléments, ces éléments-là dans les rapports. Est-ce qu'on a une autre page, je crois, peut-être, je ne me souviens plus. Eh ben non. Il nous reste, on a un petit quart d'heure là, donc on peut conclure gentiment. Après, on prend les questions. Je sais qu'il y a plein de questions. Vous êtes nombreux à nous suivre, là, presque 300. On vous a noté les prochains rendez-vous, en tout cas les points un peu à suivre dans les prochains mois. Juin 2023, la publication du jeu de normes définitif. Donc pour les grandes entreprises, il y aura d'autres normes à suivre, et notamment nous on vous invite à suivre toutes les entre juin et décembre la transposition dans le droit français, une petite faute de frappe dans le droit français. Publication donc 2024, les grandes entreprises, hein, n'oubliez pas, on vous a rappelé les dates de publication, hein, 2024, les grandes entreprises soumises à la NFRD, donc à la DPEF, hein, 2025, les entreprises qui rentrent dans les seuils, toutes les PME cotées sur un marché réglementé à partir de 2026, et 2028, toutes les entreprises non Union européenne. Voilà. Donc, juste c'est vrai, un petit point de précision du Corian, c'est vrai que dans ce slide, donc on parlait du coup de voilà, NFRD, DPEF, en 2024, il y a tout un sujet hein, aujourd'hui de réflexion, et ça on le verra avec la transposition de la directive. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du coup de 2024, toutes celles qui sont soumises à la directive européenne NFRD devront publier. Par contre, le périmètre NFRD, le périmètre DPEF en France n'est pas le même. La France est allée plus loin, notamment du coup en intégrant les sociétés anonymes, parce qu'avant c'était que les EIP. Donc on ne sait pas encore si les SA, les sociétés anonymes, seront dedans. A priori oui, voilà, mais il faut être en veille, c'est vrai que par rapport à la transposition. Et quand on parle de publication, alors attention, ce sont des publications sur le rapport de gestion. Donc on est en 2025, hein, une année de plus. C'est-à-dire que ça concerne du coup la collecte de données 2024 qui seront publiées dans le rapport de gestion 2025. Exactement. Oui, tu as raison de préciser. Merci Sarah. Voilà, je pense que je te laisse. Vas-y. Ça marche. Donc du coup, c'est vrai qu'en une heure, on a essayé de vous présenter un peu les points clés. L'idée, hein, c'est de ne pas pouvoir être expert en une heure du sujet. Donc ce qui est sûr, c'est il faut que vous soyez en veille, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous indique, ça bouge beaucoup, hein, ça bouge presque même tous les 6 mois. Donc il y a plein de textes européens qui sont à venir. Donc il faut que vous puissiez suivre un petit peu tous ces nouveaux textes européens et aussi du coup notamment la transposition qui sera faite en France du coup courant 2023 pour pouvoir bien orienter vos clients, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez dense, c'est très exigeant, donc nos clients vont demander vont vous demander du coup un certain nombre d'informations. Là où vous pouvez déjà les aider, qu'est-ce que vous pouvez faire pour anticiper? Alors déjà, je pense que vous l'avez compris, hein, la stratégie de neutralité carbone est quand même clé. La taxonomie est liée, du coup, est vraiment un point important, et va aussi bien orienter aussi les financements. Donc les banques aujourd'hui vont demander
de plus en plus d'indicateurs du coup ESG, ce qui est déjà le cas pour les grandes entreprises. Et mécaniquement, alors, est-ce que les PME vont être engagées? Oui, parce que du coup, dès lors que les grandes entreprises ont l'obligation du coup de reporter, elles vont demander mécaniquement aujourd'hui à leur PME également du coup de reporter leur impact carbone, leur impact social, leur impact du coup sociétal. Donc il y aura mécaniquement un effet de chaîne qui va pousser du coup l'ensemble des entreprises à répondre à ces exigences. Donc nous, ce qu'on vous recommande, intéressez-vous du coup aux thématiques ESG, parce qu'on reprend aujourd'hui finalement l'Europe reprend du coup les thématiques actuelles. Alors c'est sûr, après on pourra toujours critiquer est-ce que c'est assez pertinent ou pas, est-ce qu'ils vont assez loin. En tout cas, ça mérite du coup d'être écrit, d'être reporté, d'être vérifié. Et puis du coup, ça va certainement évoluer. Donc formez-vous. On va peut-être pouvoir parler un petit peu de formation aussi, du coup, qui sont disponibles aujourd'hui. Soyez attentifs par rapport aux textes qui arrivent. Il n'y a rien de compliqué, parce que du coup, voilà, il faut juste, bien sûr, c'est comme tout, quand il y a des nouvelles normes qui arrivent, il faut pouvoir les comprendre. On est aujourd'hui des professionnels du chiffre, on peut accompagner nos clients dans l'élaboration du code reporting, de processus de collecte de données, même si ce ne sont pas des chiffres financiers, ce sont des chiffres non financiers. Ça reste des données qu'on connaît, avec des processus du coup de fiabilité de l'information qu'on sait faire. Donc voilà, il faut pas hésiter du coup à pouvoir accompagner son client sur le sujet. Super, merci Sarah, merci Oriane. Donc on va prendre quelques questions. Vous avez la parole à travers le chat, en tout cas, ou les questions. Donc merci de nous avoir posé pas mal de questions. Donc je répète, ce support sera envoyé. Je pense qu'il sera en replay, mais à mon avis, je pense que oui, à confirmer. Donc première question, moi j'ai vu une question sur le carbone, donc Sarah, si tu me permets, je la prends. Il y avait une question sur que faut-il pour faire un bilan carbone, donc ça j'y ai répondu. Allez, formez-vous, en gros, il n'y a pas de serment à avoir, il faut se former. Le bilan carbone est une méthode et un outil il faut avoir une licence auprès de l'ABC. Donc il y a des formations à l'Institut de formation carbone. Allez voir à Londres, il y a un partenariat. Après, vous pouvez trouver d'autres endroits où vous vous formez à la comptabilité carbone ou au reporting carbone. Voilà, il y avait une question sur le scope 1, 2, 3, donc des gens qui sont déjà un peu avancés, qui posent des questions sur le scope 3. Donc, scope 1, 2, 3, ça, on est dans le langage de la comptabilité carbone, ça n'existe que sur le sujet carbone. Sur les autres SRS, là, on ne va pas avoir de scope 1, 2, 3. C'est vraiment les règles de comptabilité internationale de l'ISO 14064 sur le carbone. Donc, le scope 3, en gros, sera demandé s'il est significatif, mais ce qui est sûr, c'est qu'en gros, le scope 3, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées aux fournisseurs, aux achats, et aux déplacements et autres que énergie directe. Je prends aussi une autre question qui était est-ce qu'il y a un alignement, un rapprochement entre les impacts financiers, puisqu'il y en a une personne qui nous disait oui, tout ça c'est bien beau, mais c'est de la comptabilité extra-financière. Quand le lien, on est en phase d'expérimentation. En gros, la modification des règles comptables, ça va prendre un peu de temps. La redéfinition du passif global et de ce que c'est une dette environnementale, ça va prendre un tout petit peu de temps pour arriver dans notre comptabilité internationale. Mais il y a des initiatives, je vous invite à aller regarder ça. Il y a des rapports qui sont sortis, il y a la méthode CARE, il y a Audencia qui fait des choses sur les bilans et comptes de résultats extra-financiers, ou en tout cas environnementaux. Il y a Kedge qui est pas mal, pas Kedge, il y a Kering qui a sorti pas mal de choses qui permettent de financiariser, en tout cas d'avoir un bilan en euros de l'impact environnemental d'une entreprise. Je ne sais pas ce que vous aviez comme autre question. Il y a une question peut-être, Oriane, du coup, sur le côté lien comptable, lien CSRD, pas mal de questions sur est-ce que ça a un impact sur la comptabilité, sur l'organisation de l'entreprise Alors, c'est sûr que ça aura un impact sur l'organisation de l'entreprise, notamment à travers les systèmes d'information.
Voilà, comment on va réussir à remonter les informations. Après, ça peut avoir des impacts, sur, finalement le dialogue avec les parties prenantes aussi, savoir répondre, aux questionnaires, de ses clients, de ses fournisseurs. Qui est-ce qui va répondre à ces questionnaires, pour remonter la donnée? Je pense que c'est en lien aussi avec la question, ce qui va, de capillarité finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, le questionnement sur la chaîne de valeur, sur, hem comment les TPE vont être, concernés. Voilà, donc tous ces sujets-là, ça va venir, impacter, vous avez peut-être d'ailleurs déjà des clients experts comptables, qui, reçoivent des questionnaires de grands groupes, pour demander de vérifier un peu, leur engagement, RSE, leur engagement, extra-financier avec, des questionnaires souvent, on voit EcoVadis, les grands groupes envoient, des questionnaires comme EcoVadis. Donc, je pense que c'est plutôt ça, qu'il faut se dire au niveau de la TPE, cette capillarité et pour nous, dans l'organisation finalement, de la comptabilité ou des systèmes, d'information, c'est cette capacité à aller rechercher de la donnée qui est pas de la donnée en euros, mais qui est de la donnée, on va dire flux physique. Je pense aussi qu'il y aura aussi un impact, on va dire, sur la valeur de l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on se posait la question, du coup, mécaniquement, du coup, dans les due deals, dans les valeurs de rachat. Je pense aujourd'hui, du coup, dans les évaluations des entreprises, ces thématiques ESG sont de plus en plus prises en compte. Demain, comme ça va être assez normé, c'est sûr que l'entreprise européenne aura mécaniquement dans son analyse de valeur, du coup, des impacts ESG plus importants que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y aura aussi un impact financier Ouais, demain, en tout cas, face à ces nouvelles normes. oui, oui. Je suis assez d'accord avec toi. Alors après, il y avait une question sur la double matérialité. Tu peux peut-être nous en reparler un petit peu, Jean-Baptiste? Oui, oui. Alors je l'ai pas vue celle-là, mais si tu peux nous pour redonner une définition de la double matérialité. Ok. C'est simple comme merci Christelle. En gros, dans les rapports qu'on a à l'heure actuelle, ou dans les DPEF, la matérialité, elle est plutôt mesurée par rapport aux impacts qu'une organisation a sur le social, l'éthique, l'environnement. Ce qu'on a inclus dans la CSRD, c'est que c'est la réciprocité. En fait, c'est aussi bien les impacts des tendances environnementales, des réglementations environnementales ou des évolutions de marché, ou des évolutions même du climat ou de la météorologie qui ont un impact sur l'organisation et son modèle économique. Je prenais l'exemple du climat tout à l'heure, mais ça peut être l'exemple du climat social, où je peux avoir ou des tendances de consommation. Et donc, puisque en gros, je peux avoir des gens, si je suis dans la cosmétique, admettons, voilà, L'Oréal et compagnie, j'ai rien évidemment contre, mais tout le secteur de la cosmétique, mesurer son matérialité par rapport à l'impact environnemental de son packaging, du plastique, des pollutions, des résidus chimiques dans l'eau, etc. Et aussi dans des sujets de santé et sécurité de leurs produits. Et donc, on estimait l'importance des risques et des opportunités par rapport à ce flux-là. Maintenant, ils sont chargés de publier, en tout cas de communiquer sur quels sont les impacts donc environnementaux qui peuvent les toucher. Ça veut dire, je suis dans la cosmétique, si je vais avoir des intempéries liées au changement climatique, ou en tout cas, je sais pas moi, il y a l'érosion des sols, des intempéries, donc ça va altérer les rendements agricoles. Et comme j'achète beaucoup de plantes, de principes actifs qui sont faits à base de plantes ou de betteraves, et ben, ça va avoir un impact sur mon activité. Et pareil sur le social, j'ai des tendances de choix de consommateurs, et ça va avoir un impact sur mon activité. Donc c'est ça qu'on a introduit dans la CSRD, et avant, on n'était que dans un sens. C'est pas pour compliquer, mais C'est vrai que c'est important parce qu'en fait, cette analyse de matérialité va orienter aussi le choix des normes. Comme vous avez, il y a 12 normes. Et dans les 12 normes, du coup, il y a pas mal d'indicateurs. Il faut qu'elle soit bien faite, cette analyse de matérialité, pour que, du coup, les normes qui sont les plus impactantes, du coup, soient reportées. Donc, c'est vrai que c'est le point de départ. Alors, et du coup, il y a juste une minute. Je vais peut-être juste parler un petit peu du périmètre, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur le périmètre. Et après, on parlera peut-être de formation.
Juste le périmètre, on est bien sur un périmètre compte consolidé, c'est une des questions. Compte conso, donc les associations doivent normalement y être, mais à suivre du coup la transposition. Le seuil, comment on calcule les 250 salariés? À ce stade, c'est les ETP, mais pareil, du coup, il faut attendre du coup la transposition en France pour avoir plus d'informations. On peut peut-être faire un point sur les formations. Alors, sur les formations aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut se former. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de formation sur les 12 normes, parce que du coup, elles vont sortir pour le mois de juin 2023. Mais ce qui est bien, c'est de se former, en tout cas, sur ces thématiques ESG. Et aujourd'hui, vous avez des formations tant au niveau de l'ordre des experts comptables que de la compagnie. Puis vous avez aussi des écoles, comme l'ENOS. Il y a du coup un parcours qualifiant sur ce sujet-là. Il y a aussi du coup de FIN. Donc voilà, on vous oriente en tout cas pour pouvoir faire pouvoir vous former avant. Ouais, exactement. Bon, plein de formations. Je ne sais pas si on clôture là maintenant, ouais, mais je ne sais pas, il y avait peut-être une dernière question sur la différence fondamentale entre le reporting, le rapport RSE et le CSRD. Je ne sais pas les mêmes, enfin, je la trouve intéressante cette question. SRD, c'est des obligations réglementaires. Alors le reporting, peut y avoir des reportings publics ou privés. Souvent, les fonds d'investissement demandent certains reportings, par exemple, voilà, donc avec certaines informations, d'autres. Vous pouvez aussi utiliser des référentiels différents. Et puis le rapport RSE, ça c'est un rapport, on va dire, volontaire de l'organisation qui met en place une démarche RSE et qui veut publier la RSE sur sa responsabilité sociétale. Donc, je dirais que le sujet, souvent, on voit dans les entreprises rapport RSE, DPEF. Est-ce que c'est la même chose, pas la même chose? Souvent, c'est la même chose quand l'entreprise, elle a des obligations de DPEF et elle peut sortir à côté un petit rapport qui va mettre en avant un peu sa communication en matière d'engagement. Voilà. En tout cas, nous, le sujet, il est vraiment de dire la normalisation. En tout cas, il y a une normalisation européenne qui arrive, qui concerne des grandes entreprises, et cette normalisation, elle est là pour faciliter la compréhension, la comparabilité, être beaucoup plus transparente sur les sujets et développer, voilà, une base commune. Et c'est vrai que, comme le disait Sarah, cette comparabilité aussi va avoir des incidences. Et donc là, on est sur quelque chose qui démarre. Et donc, on vous invite à vraiment prendre le sujet en main pour accompagner au mieux vos clients. Il est 10h32. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci Oriane, merci Jean-Baptiste. Merci Sarah. J'espère que ce webinaire du coup vous a intéressé. Je pense qu'il y en aura d'autres. Donc on vous souhaite à tous une bonne journée. une excellente journée. Merci à tous et à toutes. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.